Have you ever thought about going for a walk with your dog, and suddenly he's next to you, eagerly wagging his tail? Or have you ever had the feeling that something wasn't right in the next room, and discovered that your animal friend was locked in there, or having some other problem? These experiences suggest that on a mental or telepathic level, both you and your animal companions can send and receive messages. Ce serait quand même bien pratique de savoir si notre animal de compagnie se sent bien chez nous, s'il aime ses croquettes ou s'il a des douleurs quelque part, n'est-ce pas? Eh bien c'est réalisable. L'on trouve aujourd'hui bon nombre de professionnels de la communication intuitive, également appelée communication animale. Grâce aux nombreuses apparitions dans les médias, d'abord aux États-Unis dès les années 1970, puis des années plus tard en Europe, et aux nombreuses propositions de stages, cette pratique a su se créer une certaine place au sein de la société. Mais comment? Voici la communication animale, les mécanismes derrière une croyance symbolique. Elle est définie comme étant une pratique qui vise à établir une communication télépathique ou énergétique avec les animaux afin de recevoir un message intuitif ou télépathique de leur part. Ce phénomène n'est pas à confondre avec la communication animale, bien que cela soit souvent ainsi qu'on l'appelle, qui regroupe l'ensemble des échanges d'informations entre des individus d'une même espèce. Penelope Smith, pionnière dans le domaine, soutient que la communication télépathique directe renforce la compréhension, la joie et la richesse des relations avec leurs compagnons animaux et l'ensemble de la vie. Et elle implique la transmission directe de sentiments, d'intentions, de pensées, d'images mentales, d'émotions, d'impressions, de sensations et de connaissances pures. On parle donc ici de réellement comprendre ce que nous dit l'animal, ce qui nous communique comme le feraient deux humains lors d'un dialogue, au point de nous faire part de leurs pensées, envies et sentiments. L'animal atteindrait donc le même niveau qu'un être humain au point de vue communicationnel. Cette communication peut être faite au travers de photos, au téléphone ou directement en face à face et, point très important, ne remplace en aucun cas les soins que peuvent prodiguer un vétérinaire. Il faut ajouter que cette pratique est refutée par la communauté scientifique car elle ne repose pas sur des principes scientifiques vérifiables de manière empirique. Par conséquent, ne pouvant pas être scientifiquement prouvée, elle est considérée comme relevant du domaine de la croyance personnelle et de la spiritualité. Les croyances sont des représentations que nous tenons pour vraies tout en étant conscients qu'elles ne sont pas un simple reflet de la réalité, mais une construction mentale dont le contenu est susceptible d'être modifié au fil du temps. Plus précisément, dans notre cas, cette croyance est une croyance symbolique, c'est-à-dire une forme de croyance qui attribue un sens, une signification particulière à des symboles, des objets ou des actions. Cet aspect symbolique vient également du fait que cette croyance n'est que partiellement comprise par les croyants dû à son côté mystique, puisque rien ne prouve son existence. D'ailleurs, on peut même parler de croyance paranormale. Mais comment cette croyance s'installe-t-elle dans les représentations des gens? Quels sont les mécanismes mentaux qui sous-tendent cette adhésion? Pour cela, il faut d'abord souligner l'importance des émotions. Les croyances semblent correspondre à un sentiment particulier, épistémique. Lorsque notre cerveau se trouve face à une info, à un certain moment, une onde va nous faire avoir le sentiment que la vérité nous est parvenue, ce qui crée le sentiment de certitude. Grâce à ce mécanisme, et en se basant sur cette certitude, nous n'avons pas besoin de faire appel à la méta-représentation réflexive. Pour comprendre pourquoi notre croyance prend, il faut plonger dans la façon dont les représentations communiquées sont traitées cognitivement. L'humain a une capacité de base, générer un certain nombre d'attentes qui semblent automatiques, les attentes naturelles. Les représentations qui sont prises en charge par les modules de traitement des informations, les différents modules cognitifs, sont donc considérés par l'organisme comme allant de soi. Si nous parvenons à déclencher un traitement d'informationnel par plusieurs modules, par exemple par la physique naïve ou la biologie naïve, pour communiquer une croyance, cela pourra renforcer son caractère évident. Dans notre cas, on observe justement un même processus d'assimilation entre les individus. Pour ce qui est du module de la sociologie naïve, la communicatrice peut avoir l'impression de faire partie d'un out-group, de n'être pas comme tout le monde et d'avoir une sensibilité plus développée pour pouvoir interpréter ou ressentir ce que les animaux lui transmettent. De plus, le fait que des pensées peuvent être transmises par télépathie ou que la communicatrice devine une information dont elle n'avait pas connaissance va à l'encontre de nos attentes naturelles du module cognitif de la physique naïve. Cela va par conséquent nous sembler bizarre. Nous emmagasinons beaucoup de connaissances et de croyances des gens qui nous entourent et en qui nous avons confiance. C'est pour nous une sorte de raccourci car nous n'avons pas le temps d'analyser toutes les informations qui nous parviennent. Parfois, ces croyances transmises sont fausses. Pour éviter de se faire manipuler ou duper, la nature au fil de l'évolution nous a dotés de la vigilance épistémique. Nous possédons en effet un filtre cognitif, dont la fonction est de trier les informations qui nous sont communiquées afin d'éviter dans la mesure du possible d'être trop facilement manipulé. Pour que cette information passe le filtre sans accroche, le contenu doit être cohérent et consistant alors que la source doit être bienveillante et compétente. Prenons une mise en situation. Une jeune femme est désespérée car son chat, qui va grouiller tous les jours dans les environs, ne sort plus de chez elle. Elle ne sait plus quoi faire et décide, après avoir lu un article dernièrement, de prendre contact avec une communicatrice animale.
Le fait de prendre la décision de la contacter signifie déjà que la personne est prête à s'ouvrir à la croyance. Ceci se base sur la théorie d'engagement. Elle ne peut pas dire qu'elle n'y croit pas totalement parce qu'elle y est allée, elle s'est donc engagée dans cette idée. Cela ne coûte rien, mais cela met en branle un certain mécanisme qui fait que cette représentation donne des résultats potentiels. Une fois dans le processus, le mécanisme de contrôle commence. Dans un premier temps, elle vérifie si la source lui veut du bien. Pour cela, elle se base bien souvent sur la réputation de la communicatrice et les nombreux retours d'anciens clients. Notre cerveau évalue les informations dignes de confiance en quelques millisecondes. Ce sont des mécanismes très affectifs et de très bas niveau, appelés gut feeling. Puis, elle vérifie si la personne a réellement, dans le passé, eu accès à l'information qu'elle lui communique et si elle a la compétence requise pour l'aider. Une fois la source contrôlée, elle vérifie si ce que la communicatrice explique entre en cohérence avec les informations qu'elle tenait déjà pour vraies. Un mécanisme très souvent présent dans cette situation est le phénomène d'ancrage, qui passe généralement par une métaphore utilisée par la pratiquante. Elle va très souvent parler d'intuition à l'image qui lui arrive pour expliquer le phénomène complexe de la télépathie. Elle va alors faire passer quelque chose de très complexe pour quelque chose qui va de soi. Finalement, le dernier contrôle qui viendra appuyer le message ou non est la consistance. Très jeunes, les enfants ont une sensibilité très basique et fondamentale à des contradictions internes. Lors de l'échange d'informations entre la communicatrice et la cliente, le message ne devra pas se contredire à défaut de mettre la puce à l'oreille à cette dernière. Lorsque l'on regarde des extraits de cette pratique, l'on voit bien que ce qui est communiqué n'est pas toujours totalement consistant ni cohérent. Les croyances, incluant donc la télépathie, ne satisfont pas toujours toutes ces conditions. Mais comment se fait-il qu'elles soient crues malgré cela ? C'est ici qu'entrent en jeu les biais cognitifs qui jouent un rôle important dans la simulation de ces croyances. Les heuristiques, ces raccourcis cognitifs tels que le filtre épistémique, peuvent être dupés. En effet, le biais de confirmation va amener une attention sélective sur des informations. D'un autre côté, la communicatrice va interpréter les signes de l'animal avec une représentation qu'elle tient déjà pour vraie, et de l'autre côté, la cliente va comprendre que ce qu'elle tenait déjà pour vrai ou qui soutient la représentation déjà présente dans sa tête. Puis, le biais d'évaluation des probabilités démontre la subjectivité de l'interprétation des réussites. Si l'on compare le nombre de réussites au nombre d'échecs, nous pouvons parler de hasard lorsque la communication réussit. Un grand nombre de communicatrices insinuent qu'elles ne connaissent jamais d'échecs, ce qui peut être en soi un argument d'autorité car le « ça a généralement marché avec moi » est appuyé dans certains cas par de nombreuses années d'expérience qui amènent un fort effet de persuasion. Finalement, que ce soit par téléphone ou face à face, le cherry picking joue un grand rôle. La communicatrice qui donnera les informations fera attention aux diverses réactions de la cliente et approfondira les sujets où celle-ci aura eu un comportement ou une attitude différente. Tout cela appuyé par le cold reading, où la pratiquante lira les micro-réactions de la cliente. Bien souvent, la communicatrice interprétera une manifestation non verbale pour continuer son explication correctement. En parallèle, elle interprétera également ces manifestations chez l'animal, ce qui peut être traduit par de l'anthropomorphisme. En outre, l'étude de la télépathie avec les animaux se heurte à l'effet mouton-chèvre. Les personnes portées à y croire obtiennent beaucoup plus souvent des résultats positifs que ceux qui refusent d'y croire dans les mêmes conditions d'expérience. L'importance des émotions dans notre conduite de vie a été mise en avant ces dernières années. En effet, notre représentation du monde peut être divisée en deux grands systèmes. La représentation de l'environnement extérieur, c'est-à-dire les croyances, et la représentation de l'environnement interne, notre désir. Ce sont deux directions de causalité différentes et si elles s'inversent, nous prenons nos désirs pour des causalités. Prenons une mise en situation. Lorsqu'une personne se retrouve chez une communicatrice animale, elle recevra un certain stimuli, disons une information qu'on lui donne sur l'état d'esprit de son chien. Elle évaluera ce stimuli grâce aux deux filtres que nous avons vus. Le filtre émotionnel ici répondra positivement à cette information car la personne va être affectée par l'information et il va prendre le dessus sur le filtre cognitif qui lui sera leurré. On appelle cela le wishful thinking ou pensée désidérative. Les récits viennent également s'appuyer aux filtres et biais que nous avons déjà vus. La communicatrice va analyser la situation et créer une histoire, puis trouver des raisons à certains comportements. Il est fascinant de voir la place que prennent les récits dans la communication animale. Certaines autrices consacrent des chapitres entiers de leurs livres sur des histoires qu'elles ont lues. Ce filtre va choisir les informations en fonction de ce qui est en accord ou non avec l'environnement social et le groupe social de l'individu. En effet, les informations qui ne vont pas dans ce sens, bien qu'elles soient parfois finalement tenues pour vraies, seront la plupart du temps rejetées car elles sont trop en contradiction avec les idées déjà socialement acquises. Le premier facteur de transmission est le prestige et l'autorité des communicatrices qui, de par leur statut professionnel et souvent aussi grâce à leur éloquence et manière de bien parler, ont un pouvoir de persuasion fort. Puis, un deuxième facteur sont la culture et les médias qui peuvent donner l'illusion d'une plus grande ampleur de la pratique ou d'une certaine adhésion sociale.
Cela ajoute donc de la crédibilité à la croyance et une pression aux téléspectateurs vis-à-vis de celle-ci. Finalement, pour ce qui est du cercle social, la famille est notre plus grand repère et joue un rôle primordial à l'établissement de notre système de croyances. À travers l'éducation, le mode de vie et les convictions de notre famille, nous façonnons notre personnalité en nous y conformant. Il est donc très difficile de s'en détacher, même en prenant de la maturité. C'est pourquoi, si un individu naît dans une famille dont les membres croient en la communication animale intuitive, il y a de très fortes chances que cet individu en fasse de même. Car même si la personne n'en est pas individuellement convaincue, si elle en remet en question ses croyances, elle remettra en question ses grands-parents ou ses parents, etc. Il reste encore bien d'autres mécanismes derrière l'assimilation à ces croyances que l'on pourrait creuser, notamment d'autres biais par exemple, et il serait bien sûr intéressant d'approfondir encore plus les notions vues dans cette vidéo. Vous trouverez toutes mes sources et les informations en barre d'infos juste en dessous. Pour conclure, j'aimerais juste souligner que la communauté scientifique rejette les postulats de la communication intuitive. Pour les sceptiques, les témoignages de réussite sont assimilés à une fraude intentionnelle ou à de l'auto-illusion. Les démonstrations des communicateurs devant un public avec des animaux et leurs propriétaires paraissent impressionnantes, mais les conclusions et les déclarations ne sont validées que par les propriétaires des animaux et non par les animaux eux-mêmes. Et pour terminer, voici un court extrait du podcast Méta de choc d'Elisabeth Fetty. Je ne suis pas contre les croyances, je considère qu'on a tous des croyances. La question c'est à quel degré ces croyances nous gouvernent ou ne nous gouvernent pas.